on m'a demandé de rapporter les points les plus importants, à mon sens, sur le congrès SFAR et ESRA de cette année. Déjà un petit mot sur l'ESRA. Qu'est-ce que c'est? C'est la Société européenne d'anesthésie loco-régionale. Ils ont essentiellement 3 activités. Ils organisent des congrès annuels en Europe, avec cette année une organisation à Thessalonique, en Grèce. Ça a réuni à peu près 1200 participants, très peu de Français, 36. Donc c'est vraiment pas beaucoup. L'année prochaine, bonne nouvelle, le congrès aura lieu à Paris. On espère vraiment tous vous y retrouver. La deuxième activité de l'ESRA, c'est la publication d'un journal d'anesthésie loco-régionale, RAPM. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il commence à avoir un impact facteur de plus en plus élevé. Et la troisième, c'est la rédaction de protocoles de prise en charge péri-opératoire avec une association avec les chirurgiens. Alors, qu'est-ce qui m'a marqué pendant ces 2 congrès? La première, c'est la chirurgie de la hanche. L'anesthésie loco-régionale pour la chirurgie de la hanche programmée. Vous avez à votre disposition plusieurs types de blocs, avec de derrière à devant, vous avez la péridurale, mais ça, plus personne ne le pratique. Des blocs assez compliqués, le plexus lombaire paravo-postérieur, des plein blocs comme l'ESP, le QL bloc. Vous avez en avant le bloc iliofacial, supra ou infrainguinal. Le bloc fémoral, mais ça, on sait très bien qu'il donne beaucoup de blocs moteurs. Et enfin, des choses un peu plus sioux, le pen bloc, voire des infiltrations chirurgicales périprothétiques. Alors, qu'est-ce que recommande l'ASFAR? Ça, vous le savez, pas d'anesthésie loco-régionale en première intention pour la chirurgie de la hanche programmée. L'ESRA a rédigé des procédures un petit peu plus récentes, des guidelines qui datent de 2021. Il propose effectivement un bloc qui est le bloc iliofacial, suprainguinal. C'est une recommandation de bas niveau, on a un grade D. Et si vous ne pouvez pas réaliser ce bloc, eh ben dans ce cas-là, vous pouvez demander à votre chirurgien de faire des infiltrations périprothétiques. Une autre nouveauté, cette fois-ci, c'est sur la chirurgie de genou. Ce n'est pas vraiment une nouveauté, mais en tout cas, ça a le mérite d'avoir été étudié. Ça nous vient de l'équipe de Toulouse, Alain Delbos et Olivier Rontès. Ils ont évalué 2 types de prise en charge d'anesthésie loco-régionale. Ils ont comparé l'analgésie au bout de 48 heures, soit par des blocs proximaux, soit par des blocs distaux. Blocs proximaux regroupent le bloc fémoral, l'obturateur et le sciatique. Et blocs distaux rassemblent le bloc au triangle fémoral, le bloc obturateur et l'IPAC. Sur le critère du jugement principal, les 2 blocs sont équivalents. La consommation d'opioïdes à H48 est la même. Simplement, on remarque H24. L'anesthésie loco-régionale faite par des blocs proximaux assure une meilleure analgésie. Il y a moins de consommation d'opioïdes et il y a des meilleurs EVA. En fait, H24, c'est très important parce que ça correspond en fait, dans la plupart des cas, dans la plupart des centres qui ne font pas de la RAC hyper précoce, mais en tout cas de la RAC quand même, au premier lever de votre patient. Donc comparer blocs proximaux versus blocs distaux, les blocs proximaux ont un meilleur profil analgésique, en tout cas H24. Alors là, on va aborder 3 items. Vous savez très bien que les chirurgiens font un effort pour minimiser l'impact du traumatisme tissulaire chez leurs patients. Ils ont mis en place des procédures sous cystoscopie, des procédures sous robot et même des procédures percutanées. Ça permet effectivement d'alléger, de diminuer le stress chirurgical. Les anesthésistes font également la même chose. On essaye au maximum d'éviter d'injecter des opioïdes en péri-opératoire, et ça passe par la chirurgie awake, la chirurgie vigile. Le premier topo, c'est un rapport d'expérience, un retour d'expérience de M. Hamid Pawa. C'est un londonien qui est extrêmement prolifique et qui nous rapporte son expérience sur la chirurgie du sein réveillée. Il propose comme technique d'anesthésie soit des blocs proximaux, périaxiaux, notamment le paravertébral, sur plusieurs niveaux, et il peut être complété éventuellement par des PEX blocs, voire des blocs serratus, si votre chirurgie est beaucoup plus latéralisée. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ces blocs proximaux, vous avez la possibilité de faire des blocs un petit peu plus distaux. Pour la partie antéromédiale, un bloc parasternal et des blocs parasternaux et des blocs intercostaux, associés à une anesthésie de la paroi antérolatérale, avec notamment les PEX blocs et les blocs de serratus antérieur. Alors,
En réalité, quand vous lisez l'article, il rapporte 15 interventions, il réalise ses blocs avec 50 ml d'anesthésiques locaux, 20 cc sur le bloc paravertébral et 30 cc sur les pecs. Il associe systématiquement une sédation à titre d'évoque et dans le texte, il précise bien que lorsque le patient est inconfortable, il fait des injections de fentanyl. Dans ces histoires d'anesthésie locale pour la paroi thoracique, on sent bien que c'est beaucoup moins efficace, ça marche beaucoup moins bien que pour les blocs plexiques des membres. L'association anesthésie-locale et sédation est quelque chose d'assez récurrent dans ce type d'anesthésie. Alors l'autre type de chirurgie qui, il y a quelques années, n'était pas du tout possible, c'est l'anesthésie locale chez l'enfant. À la base, et je pense qu'Olivier ne me contredit pas, les anesthésistes pédiatres sont des anesthésistes qui pratiquent excessivement bien l'anesthésie générale. D'ailleurs, je vous ai ressorti les dernières recommandations qui sont publiées en septembre dans le journal de l'ASFAR. Sous anesthésie générale, vous devez utiliser un neurostimulateur en sentinelle lorsque vous réalisez des blocs plexiques. C'est-à-dire que quand il y a un bloc moteur à proximité, un nerf moteur à proximité. Évidemment, l'anesthésie générale pose d'autres problèmes. Vous le savez très bien. Chez l'enfant, il y a le problème de la gestion des voies aériennes supérieures, avec notamment le risque de laryngospasme. Il rapporte dans le même mensuel l'apparition d'un laryngospasme sévère sur une fracture de l'avant-bras qui était réduite sous anesthésie générale. À aucun moment il ne parle d'anesthésie locale-régionale. Et enfin, on se pose également des questions sur l'impact neurocognitif des enfants après une anesthésie générale. Évidemment, je pense que vous le savez puisque vous êtes ici, vous êtes des férus d'anesthésie locale-régionale. Chez l'enfant, c'est possible. Je vous ai retrouvé deux abstracts. Le premier vient de l'équipe de Robert Debré, un recrutement à partir de l'âge de 3 ans avec une technique d'anesthésie locale-régionale par Wallante. Et la deuxième qui a été faite dans notre équipe à Quincy, sur le bloc axillaire à partir de l'âge de 6 ans. Pour faire de l'anesthésie locale-régionale chez l'enfant, il y a deux incontournables. Le premier, c'est d'avoir une technique de distraction, que ce soit des iPads, des écrans tactiles, voire des casques virtuels. Et la deuxième chose très importante à faire, c'est anticiper la procédure et poser des patchs d'EMLA suffisamment tôt, à la fois sur le lieu de la voie veineuse périphérique, mais également sur la région du point de ponction pour votre ALR. Alors, est-ce que ça marche ? Ça marche bien, ça marche même plutôt très bien. Sur l'équipe de Robert Debré avec la Wallante, ils ont défini un succès par l'ALR seul de l'ordre de 75%. Et dans notre équipe, on est monté à 82% pour le bloc axillaire. Si vous y associez une sédation légère, un peu d'hypnovel, un peu de kétamine pour l'arrivation de la ponction, vous dépassez les 95%. Une autre chirurgie qui est faisable vigile, mais là on rentre vraiment dans le très difficile, le très technique, l'expertise quasiment, c'est la chirurgie thoracique. Pendant l'ASFAR, il y a eu une session sur la chirurgie thoracique et l'anesthésie locale-régionale, présentée par le docteur Nguyen qui travaille à l'hôpital Cochin. Elle a posé des problèmes, des questions extrêmement pertinentes, malheureusement avec très peu de réponses, pour la simple bonne raison qu'il y a très peu de publications. Vous avez sur la droite le nombre de praticiens pratiquant cette chirurgie thoracique vigile. Pour chaque pays, ça se compte sur le doigt d'une main. Donc très peu de publications, très peu de recommandations donc, parce que pratique non évaluée. Si vous souhaitez vous lancer dans ce type de process, il faut évidemment connaître les limites de vos anesthésies locale-régionales, anticiper plusieurs problèmes, notamment l'atout et la reventilation en pression positive, comprendre la physiologie de l'exclusion pulmonaire en ventilation spontanée, et enfin avoir des procédures en tête pour, en cas de nécessité de conversion en anesthésie générale. Mais ça, je laisse le soin à mon collègue Nabil Zanou de vous en parler. Il abordera la question de manière assez exhaustive, et je pense c'est l'un des praticiens qui a le plus d'expérience dans ce domaine.
Un petit peu de pharmacocinétique. Cette fois-ci, cette diapositive nous vient du professeur Pia Jäger, c'est une Danoise, qui nous explique que trop, c'est pas forcément mieux, notamment quand vous mangez des hot dogs et de la mayonnaise. La relation dose-effet des essais locaux a une forme de sigmoïde, avec une partie horizontale, matérialisée par le trait vert, et une partie quasi verticale par le trait rouge. Globalement, le message, plus vous baissez vos concentrations, moins vous devez diminuer vos volumes. Et inversement, plus vous baissez vos volumes, moins vous devez diminuer vos concentrations, sinon vous risquez de passer sur le côté gauche de la courbe, avec des échecs de bloc. On a beaucoup de jeunes docteurs qui viennent travailler à la clinique. Ils savent très bien qu'avec 20 cc de carbo 1%, vous pouvez avoir un bloc sciatique anesthésique, pour faire de la chirurgie avec de la carbo 1% sur un bloc sciatique, avec seulement 20 cc. Il arrive qu'ils se mettent à utiliser de nouvelles techniques, notamment les techniques hors plan. Ils hydrolocalisent. À la fin, ils ont ils ont vidé la moitié de leur seringue. Ils se retrouvent à injecter 10 cc de carbocaïne 1%, donc un produit assez dilué, autour du paranèvre, enfin dans le paranèvre, et ils ont des échecs de bloc. Ils se sont retrouvés sur le côté gauche de la courbe. À l'inverse, ce n'est pas parce que vous ajoutez beaucoup d'anesthésiques locaux, que vous triplez les volumes, que votre bloc va durer 3 fois plus longtemps. Il y a véritablement un effet plafond. Vous ne pouvez pas espérer doubler ou tripler vos durées de bloc. La meilleure chose pour avoir un bloc qui dure suffisamment longtemps, ce sont les adjuvants. Alors quel est le meilleur adjuvant? Ça reste la dexaméthasone, qui soit injectée en intraveineux ou en périnerveux. La dexaméthasone permet d'augmenter, de prolonger la durée de votre bloc de l'ordre de 6-8 heures, ce qui n'est pas énorme en soi, mais en tout cas, ça permettra à votre patient de passer une première nuit à peu près confortable. Un petit peu d'obstétrique, cette fois-ci, pour moi ça a été une nouveauté, c'est la fameuse DPE. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire durale poncture épidurale. Globalement, la technique ressemble à une périrachie combinée. Vous placez votre aiguille de TOUI de manière classique avec la perte de résistance au moment du passage du ligament jaune. Vous introduisez une aiguille de rachis à travers votre aiguille de TOUI, vous ponctionnez votre membrane durmérienne, vous n'injectez rien, vous retirez votre aiguille de rachis, vous montez votre cathéter de péridurale à travers l'aiguille de TOUI et vous injectez classiquement. Qu'est-ce qui va se passer? Le produit situé en péridurale va diffuser à minima dans l'espace intratécal et vous aurez donc effectivement un semblant de rachis anesthésie low dose, très dilué. Alors est-ce que ça marche? Ça marche plutôt bien. En tout cas, ça permet d'avoir moins d'asymétrie, un temps d'installation beaucoup plus rapide, plus de sacralisation. Pour ce type de procédure, il est conseillé d'utiliser des aiguilles de 25 gauges et ça marche très bien avec les pompes PIEB. Évidemment, comme toutes les nouvelles techniques, ça nécessite d'être évalué avant d'être recommandé. Enfin, une dernière diapositive, cette fois-ci, c'est le lien entre douleur aiguë et douleur chronique. Vous avez sur la gauche le livre blanc de la douleur, c'est un document qui est diffusé sur le site de l'ASFAR. Je ne sais pas si vous l'avez lu, il fait 200 pages quand même. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette communication française? Les facteurs de risque de chronisation de douleur aiguë en post-opératoire, c'est douleur élevée et prolongée en post-opératoire. La douleur élevée se définit comme un EVA supérieur à 6/10, et on parle de douleur prolongée lorsque la douleur va au-delà de 4-5 jours. Évidemment, s'il existe une composante neuropathique, vous allez augmenter le risque de chronicisation. Le rôle préventif de l'ALR, malheureusement, il n'est pas forcément mis en évidence. Les seuls cas où, effectivement, vous pouvez avoir un gain à faire une ALR, c'est la chirurgie thoracique avec la périthoracique et la chirurgie du sein avec le bloc paravertébral. Pour les autres types d'interventions, les autres types d'ALR, ce n'est pas forcément aussi évident que ce que l'on pourrait croire. Alors, je vous ai mis sur la droite la dernière diapositive d'une équipe nordique, à laquelle a participé sur cette méta-analyse Henri Kellett, le papa de la RAC.
Qu'est-ce qu'ils considèrent? Ils considèrent que l'association entre douleur aiguë et douleur chronique, elle est au mieux modérée. Le lien aigu et chronique n'est pas aussi évident. Pour eux, il est plus pertinent d'évaluer votre douleur à la mobilisation qu'au repos. Et enfin, il faut faire distinction entre l'association et la causalité. Autant sur l'association, on ne peut être que passif et constater, autant qu'il existe une relation de causalité, vous pouvez agir. Donc rendez-vous le 6 et 9 septembre 2023 pour le prochain congrès de l'ESRA. Ça aura lieu 2-3 semaines avant l'ASFAR. C'est un congrès annuel, anglophone. Et je pense que, comme l'a dit Franck, l'ALR, ça reste un outil majeur dans votre pratique professionnelle. Et si vous êtes vraiment féru d'ALR, c'est vraiment le congrès à ne pas louper.